Madame, bonjour, monsieur, merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue sur Equinox Télévision et vous êtes sur Droit de réponse. Cette semaine-ci, nous nous engageons à évoquer de manière passagère quelques sujets non moins importants. Notons tout de même que deux thèmes principaux retiennent profondément notre attention pour avoir fait les chocs de la presse locale et internationale. Vous avez certainement compris que nous allons parler de l'actualité sur l'enlèvement des touristes français à l'extrême nord du Cameroun par des individus non encore identifiés et de ce qui mérite désormais d'être appelé à faire Charles Métouk du nom de l'ancien directeur général de la Société nationale de raffinage du Cameroun, la Sonara. Beaucoup de confusion, c'est le lien que partagent les deux sujets. Cette confusion est perceptible dans la presse cette semaine, toute chose qui commande de se poser la question de savoir où se trouve la vérité. Des journaux sont-ils instrumentalisés, par qui et au bénéfice de qui? Où se trouvent les otages français, le terme consacré par des journaux à la faveur des déclarations des politiques? C'est-il au contexte de l'attribution de l'acte au groupe terroriste à l'annonce démentie de la libération de ces Français? Les journaux ont-ils pris le recul nécessaire? En ont-ils davantage pris dans l'affaire Charles Métouk, débarqué de la tête de la Sonara en fin de semaine dernière? Pourquoi et comment est-il arrêté? Avant même que l'acte d'accusation ne soit connu, Cameroun Tribune, la Météo, la Nouvelle Aurore Plus et consorts l'ont déjà incriminé, au moment où d'autres voix s'élèvent pour dénoncer une cabale contre Charles Métouk qui dit vrai. C'est à savoir au cours de cette autre aventure de droit de réponse sur Equinox Télévision cette semaine, une aventure qui va recevoir des invités composites. Nous aurons donc Henriette Ekwe qui est journaliste, qui va alterner avec une autre journaliste, Suzanne Kalalobé, désormais membre du Conseil national de la communication à la suite du décret de Paul Biya. Bonjour et félicitations. Merci, Fénelon Maopsen. J'espère que je continuerai à être à droit de réponse. Comment avez-vous appris votre nomination? Ben, comme tous les Camerounais, c'est-à-dire par la bande. Par la bande, c'est-à-dire j'ai pas eu une information particulière 2 jours avant, 2 heures avant. Pas de notification particulière? Non, pas du de tout. Mais quand même des indices. Non, des indices depuis 2 ans. Il faut être honnête. Depuis 2 ans, plusieurs personnes m'ont contacté pour dire qu'ils proposeraient mon nom sur la liste, sans préjuger de ce que pourrait être le résultat. Ensuite, lors des États généraux, j'étais membre du conseil scientifique. J'ai été rapporteur d'une grosse commission. Donc ça a fait beaucoup d'effets. Alors, est-ce une marque de reconnaissance ou alors une récompense? Non, ce n'est pas une récompense, je pense pas. Je pense que ça peut être aussi une sorte de piège, c'est-à-dire, vous les grandes gueules, maintenant que vous allez avoir la responsabilité d'implémenter des choses, on va voir si vous en êtes capable. Pour moi, c'est un défi. C'est un défi parce que j'exerce la profession depuis 22 ans. J'y ai laissé beaucoup de belles choses, mais j'ai envie qu'elle se transforme. Et si je peux participer à influencer la transformation, je vais le faire. C'est pour ça que j'ai accepté. Bon vent pour ce combat. Aminim Biole, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce plateau. Vous êtes le président national de l'UFDC, qui est un parti politique de l'opposition au Cameroun, mais vous maîtrisez aussi les questions de défense. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Samuel Maud, bonjour. Bonjour Fénelon. Acteur de la scène politique camerounaise, vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, le RDPC. Vous êtes président de section. Oui, c'est bien cela. Merci. Merci également. Nous aurons une expert des questions de droit, l'ancien bâtonnier Maître Charles Tchungan, avocat au barreau du Cameroun. Et maintenant, madame, monsieur, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est un rappel mémoire. Quelqu'un a parcouru la presse cette semaine, surtout autour des questions qui font débat sur le plateau de droit de réponse cette semaine. C'est Pierre Laverdier-Rombang. Bonjour. Bonjour, Joseph Fénelon Maopsen. De l'enlèvement des 7 Français au Cameroun, la presse en a fait écho, cette semaine encore. Dès lundi déjà, la plupart informaient sur les conditions dans lesquelles la famille Moulin a été kidnappée et conduite de force au Nigeria et la réaction prompte du chef de l'État français après le rapt, très rapidement attribué à la secte islamiste Boko Haram. Mutation qui donne à lire sur le film des événements et de l'enlèvement fait savoir que Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, a annoncé que le centre de
crise s'occupait de la situation. Si Mutation parle d'insécurité, le Messager, lui, parle de menaces terroristes et fait lire que le Cameroun est sur des braises ardentes. Le détective, dans ses colonnes, fait savoir que l'enlèvement de ces Français tire ses origines du conflit malien, faisant lire que l'engagement de la France et du Nigeria au Mali suscite des menaces explicites contre les intérêts et les ressortissants français. Peut-on y lire? Au fil des heures qui passent, la presse davantage fouille et jusqu'à la confusion et la sortie du ministre camerounais de la communication, Issa Tiron Ambakari, qui annonce certes des mesures pour protéger l'activité touristique au Cameroun, mais davantage vient rétablir la vérité après la folle rumeur de la libération des otages français. Et Cameroun Tribune d'en informer le Messager également, mais le journal, lui, croit savoir que les autorités camerounaises, françaises et nigérianes entretiennent le flou. Si Mutation également parle de confusion à travers sa grande une, il note cependant qu'une onde de choc traverse l'extrême nord du pays. Pour Mutation, le triangle de la confusion est connu, mais où se trouve donc la vérité? Après 2 jours de rumeurs, de libération, la Nouvelle Expression note que la confusion demeure quant à la libération des otages. La libération n'a pas été confirmée et pour le quotidien L'Actu, après l'enlèvement des 7 Français, la menace pèse sur la paix nationale. L'affaire Charles Metou, comme il est convenu désormais de l'appeler, n'a pas manqué d'alimenter les colonnes des journaux. Bien des choses et, en son absence, le domicile de Charles Metou, ex-directeur général de la Sonara et gardé à vue à la PJ, a été perquisitionné. C'est de l'illégalité, crie l'avocat de l'ex-directeur général, note le Messager, qui informe par ailleurs que se confiant à Cameroun Tribune, le gouverneur Okala Bielay affirme que le personnel en service à la Sonara a vu Charles Motouk et ses proches collaborateurs entrer dans son ancien bureau et qu'en plus, certains employés ont entendu le bruit de la broyeuse. La Nouvelle Expression fait savoir que c'est le statu quo sur les faits qui sont réellement reprochés à Charles Motouk, qui a laissé la Sonara avec un chiffre d'affaires de plus de 1000 milliards de francs CFA, alors qu'il avait hérité en 2002 seulement avec un chiffre d'affaires de 205 milliards. Ceci en plus des restructurations et de l'extension des usines dont les capacités ont été nettement revues à la hausse. Charles Motouk est interné dans une cellule quelque part alors que notent ses avocats, il y a des problèmes à laisser Motouk manger. Il mange à même le sol alors qu'il est malade et bien diabétique, précise la Nouvelle Expression. Et l'interrogation de l'actu, donc, de la Sonara, après la Sonara, à qui le tour? Repère, lui note qu'on parlerait d'une prophétie autoréalisatrice, car à force d'annoncer l'arrestation de Charles Metouk, la prédiction de la rumeur a fini par se vérifier, mentionnant au passage que c'est muni d'un fort laissez-passer sous-signé du président du conseil d'administration de la Sonara que le directeur général sortant s'est rendu sur le site de la raffinerie en accord avec Ibrahim Talbamala, le nouveau directeur général. Pour Cameroun Tribune, c'est tout tranché. Charles Metouk à la PJ pour s'être retrouvé dans son ancien bureau. Cameroun Tribune qui s'appuie sur les dires du gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okala Bilaï. Et pour Aurore Plus du vendredi 22 février, Charles Metouk craque alors que la nouvelle fait lire et livre en grandeur nature, en exclusivité, ce qu'il appelle les dossiers noirs de Charles Metouk. Loin de là, Cameroun Expression Diaspora s'interroge sur les grandes réalisations après un an. Quel bilan? Et bien sûr, l'affaire Gbagbo a alimenté la presse cette semaine. Madame, Messieurs, bon dimanche et à dimanche. Merci Pierre Lavecchio Romban. Suffisamment, nous sommes imprégnés de l'écriture de la presse cette semaine autour des questions qui font débat sur le plateau droit de réponse cette semaine. Je vous propose la première escale de cette émission, c'est sur l'actualité, sur l'enlèvement de touristes français à l'extrême nord du Cameroun. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, la confusion, c'est la chose la mieux partagée dans les principales actualités que nous allons traiter au cours de cette aventure. Une confusion qui a été perceptible dans le rendu de la presse cette semaine. Tout de suite, Suzanne Kalalobé, comment est-ce que vous appréciez le dénouement de l'actualité sur l'enlèvement de touristes français dans la presse locale et même dans la presse internationale cette semaine? Comme quelque chose de difficile à traiter, parce qu'on se rend bien compte que finalement, ce sont des situations auxquelles nous ne sommes pas préparés en tant que professionnels. Et techniquement, nous n'avons pas, je dirais, les bons réseaux
pour pouvoir avoir l'information au fur et à mesure du temps. Ensuite, je pense que c'est une information qui est difficile parce que quand il y a une prise d'otage, il y a la vie, il y a des vies humaines qui sont en jeu. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Est-ce qu'il faut céder au sensationnalisme auquel on a cédé au départ d'ailleurs, ou bien à une espèce de, comment on appelle ça, de conditionnement de l'opinion, comme par exemple la presse française l'a fait, bon, en relatant chaque jour, mais en menaçant toujours aussi un peu. Bon, j'avoue que cette fois-ci, je suis moi-même dépassée, parce que je crois qu'on n'a pas les moyens de traiter ce type d'information. Parce qu'il faudrait qu'on soit... Quand vous dites on n'a pas les moyens, vous faites allusion à, nous n'avons pas les moyens. À la presse locale? Oui, notre presse locale. C'est pas une question de moyens financiers. Vous avez le sentiment qu'on s'est abreuvé à la source occidentale, notamment française? Non, pas absolument. C'était pas systématique. C'était pas systématique parce que on n'a pas suivi systématiquement le déroulé des événements tel que le présentait par exemple France 24 ou RFI. Parce qu'il y avait dans le traitement de la presse locale une espèce d'amertume où elle considérait qu'il y a une disproportion entre la manière dont on parle de ces otages français et la façon dont on pourrait parler des otages africains. Donc du coup, on n'a pas été non plus suffisamment rigoureux pour avoir l'information. Mais je pense que là, ce n'est pas comme d'habitude, ce n'est pas par mauvaise foi ou bien par désir de manipulation, mais parce que techniquement, on n'a pas les moyens. On n'a pas infiltré les réseaux de défense ou de sécurité. Ces informations sont données au compte-gouttes par le secret défense. On a encore moins infiltré les réseaux terroristes. Donc, où est-ce qu'on allait avoir l'information si ce n'est par des tiers? Samuel Moutz. Je pense que c'est un événement assez important pour un pays comme le nôtre qui est généralement présenté comme étant un pays de paix. Et je pense que, compte tenu de la gravité des événements, c'est le moment où on devait sentir que les Camerounais sont derrière l'ensemble des personnes qui gèrent ce processus-là. Parce que ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au-delà des individus, parce que là tout à l'heure, il parlait des degrés de traitement différents entre le traitement de l'information qui serait fait si jamais c'était des Camerounais qui avaient été enlevés. Je remarque quand même que, en ce qui concerne le terrorisme, c'est quand même quelque chose, c'est pas de la petite délinquance. Et donc, compte tenu des répercussions que ça pourrait avoir, non seulement parce que là, vous avez bien noté qu'ils ont été arrêtés, enlevés dans une zone de tourisme, compte tenu des répercussions que ça pourrait avoir sur le plan touristique et même sur le plan économique, je pense qu'il serait nécessaire que l'on trouve une issue assez favorable. Est-ce que vous avez le sentiment que le traitement de cette information a bénéficié de l'écart qui est recommandé dans ce genre de circonstances? Est-ce que vous pensez que les informations qui sont données sont dépouillées de toute velléité d'éditorialisation? Je pense, à mon sens, pour ce genre d'événement, il faut revenir tout simplement à l'essentiel. Ça ne sert à rien de commenter, au fait, effectivement, et s'en tenir au fait. Parce que là également, comme elle a souligné, il y a des risques humains qui sont en jeu. Si on commence à donner de l'information la plus immédiate, et la plus profonde, la plus sourcée possible, vous allez voir que là également, par exemple en termes de déplacement, de savoir à quel niveau on pense avoir fait des repérages nécessaires pour pouvoir mettre la main sur les ravisseurs, je ne pense pas que ce genre d'informations soit nécessaire. Ce qui est important à la date d'aujourd'hui, c'est que notre paix a été violée. Ce qui est important également, c'est que pour l'intérêt du Cameroun et également pour l'intérêt des gens qui ont été enlevés, ce serait bien qu'on trouve une issue favorable le plus rapidement possible. Oui, je voudrais commencer en reprenant ce que vient de... Votre prédécesseur convoque une presse citoyenne. Oui, bon. Je disais que je voudrais commencer en revenant un peu sur ce qu'a dit le précédent orateur, à savoir que on devrait se sentir solidaire des gens qui sont au pouvoir quand on est dans des situations comme ça. Mais je crois qu'il faut simplement de l'amalgame entre un pays qui est en paix et un pays dont la sécurité intérieure et extérieure ne sont pas assurées. Dans le cas du Cameroun, c'est simplement la sécurité intérieure et extérieure qui n'est pas assurée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand nous regardons... je prends par exemple ce qui s'est passé à Yaoundé il y a simplement un mois, où dans un quartier de Yaoundé, il y a pratiquement 19 jeunes filles qui ont été assassinées dans la capitale du Cameroun. Alors on peut dire que de ce côté-là, on ne peut pas dire que la sécurité des citoyens camerounais soit assurée au Cameroun, à Yaoundé et ailleurs. Voilà un fait.
qui relève de la sécurité intérieure. De la sécurité extérieure, vous vous rappelez, il y a simplement 2 ou 3 ans, disons, quelques rebelles sont partis du Nigeria pour venir investir la ville de Kribi, prenant la sous-préfecture, le commissariat et tous les autres. Donc là aussi, la sécurité du Cameroun n'est pas assurée. Et quand on joue à ça, ce qui vient de passer à l'extrême nord, à savoir des jeunes enfants pour lesquels j'ai une pensée très amicale, sont pris par une force, disons par quelques rebelles qui viennent de l'extérieur, qui viennent de la frontière, qui viennent du Nigeria, certainement, Boko Haram. On se dit comment ça peut se faire. Et d'après certaines informations, ça serait passé pas très très loin. Là, vous êtes en train d'attribuer l'acte à un groupe particulier. Bon, on connaît les personnes qui évoluent dans cette zone. Et ce n'est pas la première fois qu'on a des interventions de Boko Haram dans la zone camerounaise, que ce soit dans le delta du Nil, du Niger ou bien que ce soit. Est-ce que ce n'est pas hâtif d'attribuer cet acte à ce groupe? Je pense, M. Mahop, en plus de ce que je dis ici, le président français le dit Orbi et Orbi, c'est qu'il y a quelques raisons que ce soit vérifiable. Donc voilà, mais je pense que le plus important, c'est de savoir pourquoi nous sommes dans cette situation-là. Pourquoi notre service de sécurité n'est pas performant, pourquoi il n'arrive pas à assurer la sécurité intérieure et extérieure du Cameroun. Voilà la question importante qu'il faut se poser. Et elle est simple. Elle est simple. Et on peut retrouver cette réponse dans l'étude du budget du Cameroun, le budget de défense et sécurité nationale de ce pays, où on se rend compte qu'à peu près 83% de ce budget est consacré au fonctionnement, à savoir la paie des fonctionnaires de police et de l'armée, les émoluments, disons les avantages, etc. Et que 17% simplement sont consacrés à l'équipement. Ça veut dire que nos forces de sécurité n'ont pas les moyens de se mouvoir. Un peu plus en fond tout à l'heure. Maître Charles Djouma, sur le traitement de cette Donc voilà ce que je peux dire en commençant. Bon, je pense que le traitement de cette information là était conforme au canon classique de notre presse nationale. C'est-à-dire qu'on a vu une partie de la presse collée à l'actualité officielle et l'autre partie essaie de glaner des informations sur les agences d'information panafricaines ou internationales. Et puis vous avez des postures iconoclastes d'un certain nombre de commentateurs qui ont développé des hypothèses. Mais ce que je voulais dire par rapport à l'événement lui-même, je crois que c'est extrêmement grave ce qui vient de se passer dans l'extrême nord de notre pays. Parce qu'en fait, chacun y a de sa théorie. Mais la réalité est que nous avons une certitude. Ce ne sont pas des Camerounais qui ont enlevé ces ressortissants français. Deuxièmement, je ne pense pas qu'il soit possible d'attribuer cet acte à Boko Haram ou à un autre groupe. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'en réalité, parce que quand on voit le modus operandi de Boko Haram, qui généralement n'enlève pas, Boko Haram tue, assassine, brûle, etc. Et revendique d'ailleurs. Revendique. Ici, on a un rapt de ressortissants français qui n'a pas été revendiqué à ce jour. Deuxièmement, nous observons que concomitamment à cet acte, il y a quand même un conflit qui est ouvert au Mali, où les forces françaises sont très impliquées. Donc l'hypothèse la plus vraisemblable serait qu'un petit groupe d'hommes ont pensé pouvoir venir kidnapper les Français pour les revendre, comme on dit souvent dans ce secteur, à des groupes qui sont en conflit avec la France, n'est-ce pas, au Mali. Mais ce sont que des hypothèses. Sur le plan de la sécurité, le président Biala tout à l'heure indiquait un événement qui se déroule à Yaoundé en ce moment. Et je voulais préciser pour la gouverne de vos téléspectateurs qu'en fait, c'est quand même une affaire aussi grave. C'est 19 filles de 15 à 25 ans qui sont enlevées, mutilées, pour des rites, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'hommes d'affaires dont l'identification a été faite. Je ne veux pas ici violer le secret de cette enquête qui est dirigée de maître par le parquet de Yaoundé, mais sachez que des gens ont été interpellés et que ces gens-là, en fait, ils proviennent pratiquement du même département. J'en dirai pas plus. C'est sûrement grave pour qu'on ne traite pas ici en amalgame avec ce phénomène du terrorisme. Ce sont des Camerounais qui kidnappent des jeunes filles dans les taxis, sur les motos,
15 à 25 ans, elles sont mutilées. On leur coupe, n'est-ce pas, les parties les plus sensibles pour faire des rites de réussite sociale. Donc, je pense que cette question doit être distinguée, n'est-ce pas, du problème du part de WhatsApp. Mais je veux dire deux choses pour terminer. C'est que l'ampleur du traitement de l'information par les médias nationaux et étrangers a une conséquence extrêmement négative sur notre économie. Vous savez que cette zone est une zone à haute densité touristique et fréquentée essentiellement, non pas par des Camerounais, mais par des expatriés. À partir du moment où des communiqués sont lancés pour dire de dégager la zone, ça envoie deux messages. Soit que nous ne sommes pas capables de sécuriser nos frontières, soit que nous ne sommes pas capables de sécuriser, n'est-ce pas, nos sites touristiques. Et cela, ici, je voulais dire que, puisque des forces spéciales du Cameroun et de la France sont impliquées dans la recherche des auteurs de cet acte condamnable, nous devons, me semble-t-il, demander à notre presse d'arrêter les spéculations sur cette affaire, parce que même lorsqu'on combat le terrorisme, il doit y avoir une union sacrée derrière ceux en charge de ces opérations sécuritaires. Samuel Mout, la question de la sécurité est mise en exergue, peut-être de manière opportune dans la presse cette semaine à la faveur de cet événement triste. Est-ce que vous comprenez tout de même pourquoi est-ce que cette question est posée en termes de problème et que la presse est restée très sceptique? Elle a douté du fait que la sécurité soit quand même de manière aisée pourvue sur l'ensemble du territoire. Lorsque de tels événements se produisent très souvent, vous savez bien, les questions fusent. La question, elle est légitime et peut être posée, mais ce que je trouve moins légitime, c'est la jubilation dans laquelle entre mon grand frère Ménim Bioleur, qui consiste à dire on vient violer notre paix sociale. Il dit tant mieux, je vais l'utiliser politiquement. On vient agresser les gens au Cameroun. On met en cause tout un pan de l'économie qui est celui du tourisme. Il dit c'est bien fait pour machin parce que ça, je vais avoir matière à critiquer. Il faut savoir qu'effectivement, ce problème-là, Maître Tchunga parlait tout à l'heure de l'union sacrée. Dans des événements similaires, on demande de taire les discussions, les divergences politiques pour se concentrer à l'essentiel qui est celui d'assurer la sécurité, de trouver des solutions. Je trouve quand même que vous ne pouvez pas dire qu'un État comme les États-Unis n'est pas équipé, n'est pas protégé, ne veille pas la protection. Vous avez bien vu l'ampleur des événements qui se sont déroulés en 2011. Je trouve également, en ce qui concerne Boko Haram, puisque même si Maître Tchunga lui pense qu'on pourrait chercher d'autres sources, la source qui nous est indiquée à la date d'aujourd'hui, c'est celle de Boko Haram. Boko Haram, si je me réfère à ce que j'ai pu avoir comme information, c'est un mouvement qui existe depuis 2002, je crois. Et donc, vous avez bien vu, depuis 2002, c'était à l'époque Obasanjo qui était président de la République. Après Obasanjo, ça a été Omar Yaradoua. Après Yaradoua, c'est Jonathan à la date d'aujourd'hui. Et vous voyez bien que, même comme il y a eu des successions de gouvernements, on n'a pas pu trouver une solution à Boko Haram. Le leader majeur de ce mouvement a été éliminé, mais le mouvement continue effectivement à faire ce genre d'actes. Donc, quand on est en face, en plus, lutter contre le terrorisme, je suis également en train de me féliciter de ce que Maître Tchunga a dit tout à l'heure en ce qui concerne les événements de Yaoundé. Vous voyez bien qu'est-ce qu'on peut demander à un gouvernement, c'est d'accélérer les enquêtes de telle manière à ce qu'on puisse mettre hors d'état de nuire les gens qui ont commis ce genre d'exactions. Dans le cas d'espèce, effectivement, on a pu mettre en œuvre un certain nombre de diligences qui ont permis en sorte que les gens puissent être arrêtés. Mais comment est-ce que vous voulez lutter contre le terrorisme? N'a jamais été un acte facile parce qu'en réalité, le terrorisme, ça s'apparente à ce qu'on dit, c'est l'armée de l'ombre. Quand vous voulez lutter contre des gens qui ont un visage à la limite, vous pouvez savoir les armes que vous pouvez utiliser. Quand vous luttez avec quelqu'un dont vous ne voyez pas du tout le visage, c'est très complexe. Je pense qu'effectivement, ça a été un signal d'alarme. Il serait bien effectivement que l'État camerounais mette à disposition un dispositif de sécurité de telle manière à pouvoir donner une assurance raisonnable aux gens qui auraient envie de venir dans cette zone-là, parce qu'il en va effectivement de notre économie. Samuel Mout, est-ce qu'on ne serait pas en train de boire dans la même tasse que les autorités françaises en faisant croire justement que la piste de Boko Haram est la plus plausible? Ce qui est important pour moi, ce n'est pas de savoir qui les a enlevés. Peut-être sur le plan de l'enquête, effectivement, ça peut être un élément important, mais le fait est qu'au Cameroun, au Nord Cameroun, zone touristique pour nous, il y a des citoyens qui ont été kidnappés à un moment donné. Il faut les trouver, où qu'ils soient. Maintenant, je pense qu'eux-mêmes, quand ils avancent, ils font leurs efforts en disant si c'est Boko Haram, effectivement, à travers un certain nombre de pistes, on pourra éventuellement mettre leurs mains dessus. Mais effectivement, je crois qu'ils ne sont pas là également pour essayer de masquer quoi que ce soit.
cet enlèvement, il a eu lieu, peu importe la personne qui se cache derrière. Voilà, c'est le plus important, effectivement, qu'on essaie de mettre la main sur eux. Je pense qu'il faut se garder de bloquer une discussion sur un tel sujet par la défense ou l'attaque du gouvernement ou des pouvoirs publics. Parce qu'à ce moment-là, on enferme le problème et on n'arrive pas à réfléchir dessus. Et je pense que le problème de la presse aujourd'hui sur cette question, c'est des fois s'éloigner en réalité du problème. Prenons 3 hypothèses. Première hypothèse, quels sont les acteurs qui ont pris ces Français? Charles Chungan suggérait quelque chose que j'ai lu aussi dans un livre où on disait qu'actuellement, il y a un tel désordre dans la zone du Sahel et même autour du Sierra Leone, Libéria, à cause de toutes les guerres, que n'importe quelle bande de mafia crapuleux peut faire un rapt, prendre des otages et négocier ces otages à des groupes plus structurés et mieux organisés. L'hypothèse qui me semble la plus plausible, c'est celle-là. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à mettre la main sur eux. Et pourquoi on n'arrive pas à mettre la main? Parce que justement, ce n'est pas comme d'habitude et que ce n'est pas la bande structurée et organisée qu'est Boko Haram. C'est pour ça que leur situation et leur vie est d'autant plus en danger. Parce que les gars peuvent être fatigués et ne pas avoir de solution et aller jusqu'au bout et tuer. Voilà la raison pour laquelle le traitement de cette information est extrêmement délicat. On ne peut plus s'amuser au sensationnalisme, au suivisme, à rien du tout. On peut même choisir de se taire. Je dirais se taire sur la poursuite. Parce que si on a identifié la psychologie du groupe, plus on parlera d'eux, plus ils vont paniquer et plus ils risquent de faire monter les enchères. Voilà la situation devant laquelle nous, en tant que journalistes, sommes confrontés. Donc on ne va pas passer notre vie à dire « Oh, le Cameroun, c'est pas un pays sécurisé » ou bien « c'est un pays sécurisé ». Non, on va devoir crever certains abcès. Je voudrais finir sur la question de la sécurité intérieure. Aménie Bioleu a le droit, en tant que politique, de condamner les pouvoirs publics actuels. Il en a le droit, mais en tant que stratège et quelqu'un qui est un intellectuel qui s'intéresse aux questions de défense, il doit contextualiser les problèmes aujourd'hui de sécurité dans le monde et sur le continent. Comment est-ce qu'il se pose? Quel est le gouvernement actuel qui a le contrôle de sa sécurité intérieure sur le continent? Quelles sont les incidences ou les contre-effets de la déstabilisation de la zone du Sahel sur l'ensemble? Est-ce que lui, en tant que géostratège, dans le futur, a réfléchi à la façon dont il va falloir organiser la sécurité du continent? Bref, c'est autant de questions qui, me semble-t-il, se posent aujourd'hui à partir de cette prise d'otage et qu'on aurait tort de réduire au seul fait que Paul Biya n'a pas fait, Paul Biya a fait, etc. Je trouve que, sortant de là, allons bien plus loin pour les téléspectateurs, pour les enrichir de la connaissance sur cette question. Oui, je veux revenir sur ce qu'a dit le représentant du RDPC, parce que ça me semble très, très, très important. Il est de principe que quand un pays est attaqué, notamment de l'extérieur, qu'il y ait l'unité nationale de tous les citoyens contre pour bouter dehors cet adversaire-là. Mais quand il s'agit simplement d'un problème de sécurité intérieure, tout simplement parce que la police n'a pas les moyens et l'organisation ne répond pas à une sécurité efficiente, je pense qu'il est nécessaire qu'on dise que non, ce n'est pas dans ce sens que vont aller les choses. Un des principes de la défense nationale, c'est que, et des services de sécurité, c'est que ça doit être le reflet, par exemple, de la nation tout entière. Mais quand vous voyez l'organisation du service de sécurité camerounais aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça reflète là. Et comment voulez-vous qu'en cas de difficulté, des gens qui sont là simplement pour défendre les intérêts d'un groupe ou bien défendre un pouvoir personnel d'un individu, pourquoi voulez-vous que si ce pouvoir-là est attaqué, que l'unité nationale se fasse automatiquement contre là? Donc il y a là des problèmes importants qu'il faut poser dès le temps de paix, parce que ça peut nous arriver d'un moment à l'autre. Nous pouvons avoir un pays X qui, pour des raisons ou pour d'autres, prennent un gage territorial sur le Cameroun. Il faudrait que tout le monde se mette d'accord. Et
je passe maintenant à la réponse de Suzanne Kalalobé. Effectivement, j'ai réfléchi sur les problèmes de géopolitique et de géostratégie qui font l'objet du livre que j'ai publié. Mais j'avoue que j'estime que ce problème de la géopolitique au niveau du continent est, je dirais, suffisamment spécifique pour faire l'œuvre d'une autre réflexion que celle que j'ai faite dans le précédent ouvrage que j'ai produit. J'ai une idée là-dessus. Hein. Mon idée, c'est que non simplement nous devons avoir au niveau d'autres sous-régional une stratégie d'ensemble, ce qui a commencé à se faire dans le cadre de la COPAX, mais il est nécessaire que l'on réfléchisse même au-delà et que au lieu d'avoir dans nos petits États, comme on dit, des mini-armées, pourquoi ne pas laisser à l'intérieur des différents États des gendarmeries et faire au niveau sous-régional continental une force de défense qui réponde. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Mali, n'eût été la France qui est venue porter main forte. Je pense que le Mali serait encore divisé aujourd'hui. Si on attendait que les différentes forces africaines se déploient pour aller défendre le Mali, je crois que les terroristes et les islamistes seraient aujourd'hui à Bamako. Donc il est nécessaire de réfléchir sur ça, mais je pense que, Suzanne, ça fera l'objet d'une prochaine réflexion que je vais publier. Oui, vu l'allure que prend ce débat, j'ai comme le sentiment qu'on s'est réveillé simplement lorsque les otages français ont été arrêtés. Le Cameroun est engagé dans d'autres théâtres d'opération, notamment concernant la sécurisation de notre frontière avec la Centrafrique. Nous avons nos forces spéciales qui sont là-bas. Moi, je viens de Bangui, et ce sont ces forces spéciales, je crois qu'il faut le souligner, et qui, pour la première fois depuis 50 ans, c'est la première fois qu'une crise africaine est résolue militairement par des forces de nos États, des États indépendants. Il y a eu 3 pays qui ont... le président de la République du Cameroun a envoyé le premier les forces camerounaises sur ce théâtre des opérations. Ensuite, le Gabon a suivi, le Congo a suivi, et l'Afrique du Sud a complété le contingent. Aujourd'hui, les forces, on va dire ça comme ça, les forces rebelles de Séléka ne peuvent plus descendre vers Bangui parce qu'il y a un couloir de sécurité qui sécurise, n'est-ce pas, la capitale de Bangui. Malheureusement, les Camerounais ne sont pas intéressés par... Les journalistes ne sont pas intéressés par ces actions. Et je voulais indiquer que l'intervention de la France au Mali n'est pas complètement étrangère au fait que des États africains soient mobilisés pour empêcher que des gens viennent dans un pays prendre le pouvoir par les armes. Il vous souvient de la déclaration du président Bozizé demandant l'intervention de ces pays et la réaction qui avait suivi. Tout le monde a dit, bon, comme la France refuse d'intervenir, eh bien, nous pouvons descendre sur Bangui, nous pouvons descendre sur Bamako, etc. Donc, par conséquent, je crois que nous devons voir ce qui arrive dans l'extrême nord de notre pays comme une alerte extrêmement grave pour la sécurité de la sous-région. Il y a comme une prolifération, n'est-ce pas, des mouvements irrédentistes et des mouvements violents qui s'installent dans des pans de territoires, n'est-ce pas, nationaux pour déstabiliser ces pays-là. Ce qui se passe au Nigeria, avec la secte Boko Haram, il faut dire que c'est d'inspiration religieuse. Ce sont des mouvements qui exigent l'application de la charia au nord du Nigeria. Donc, je pense que lorsqu'on aborde ces questions-là, il faut prendre en compte la nature profonde des mouvements critiques. Bien voilà, puisque nous allons sortir bientôt de ce sujet et que l'émission c'est droit de réponse qui revient sur la critique du traitement de l'information par la presse, on a noté cette semaine dans le quotidien Mutation Suzanne Kalalobé une évocation du triangle de la confusion. Après l'annonce démentie de la libération de ces otages, il a été indiqué dans la presse que les 3 pays ne s'entendaient pas sur la situation justement de ces otages. Le Nigeria qui n'arrive pas à reconnaître que des otages, donc la recherche se poursuit dans l'état de Kano, se retrouverait en territoire nigérien par exemple. Est-ce que autant de confusion ne complique-t-elle pas la chose? Confusion, non, c'est gestion. En fait, les 3 États gèrent cette crise à leur manière. Bon, mais est-ce qu'on doit demander aux politiques de s'entendre sur la gestion d'une telle crise qui arrive?
peut-être. À mon avis, il y a deux groupes, en fait, qui devraient permettre aux politiques de travailler avec plus de clarté. Il y a les services de sécurité intérieure et puis il y a la presse. Dans le cas d'espèce, la presse ne doit pas être suiviste, de toute façon. Elle doit, c'est sûr que je dis elle doit, il faut qu'il n'y a qu'à, mais bon, disons que dans ma réflexion, je me suis dit, on n'est pas habitué à ce genre de problème. 2, il va falloir qu'on s'organise pour pouvoir traiter ce genre d'informations. Mais si on doit s'organiser, ça veut dire qu'on quitte notre rôle de journaliste administratif pour devenir véritablement des reporters. Et moi, ce que m'a inspiré cette situation, c'est qu'en fait, il n'y a pas de reporters dans la presse camerounaise aujourd'hui. Ou du moins, ces reporters sont habitués à couvrir les meetings, les anniversaires, les baptêmes, les accidents de la route. Donc nous aussi, ça nous interpelle. Je suis d'avis qu'il ne faille pas automatiquement faire comment on appelle ça, être pessimiste. Mais il me semble que cette prise d'otage doit nous amener à réfléchir à une autre manière d'approcher notre métier pour pouvoir être prêt à toutes les situations. Et là, bon, ça pourrait aider peut-être alors les politiques à gérer la question d'une autre façon. Parce que je crois que eux, c'est normal, c'est la langue de bois. Personne ne veut prendre la responsabilité directe de la situation, surtout pas le Nigeria, encore moins le Cameroun et pas du tout la France. Bref, c'est eux, les politiques, on ne peut rien attendre d'eux. Est-ce que la communication gouvernementale autour de cette question a-t-elle travaillé à aider justement les reporters à asseoir pour ceux qui ont écrit leur plume? Ce n'est pas à la communication gouvernementale d'aider. Comme je vous l'ai dit, la communication gouvernementale, dans ce genre de situation, c'est la langue de bois. Parce qu'ils gèrent autre chose que ce que nous, on a à gérer. Donc, ce n'est pas la communication gouvernementale qu'on doit suivre. Il faut être en dissidence avec cette communication pour chercher la vérité. Ou alors, si on choisit de se taire parce que ça peut favoriser le fait de sauver les vies humaines, il aurait fallu que le ministre de l'Information convoque l'ensemble de la presse pour qu'on voit comment on gère ensemble cette question-là. Donc, il a manqué de communication entre eux. Est-ce qu'il a choisi la presse française? Non, il n'a pas choisi la presse française parce qu'il n'a pas fait de conférence de presse en France, il n'a pas fait de conférence de presse devant l'ambassade de France, il n'a pas convoqué des journalistes français pour leur dire la conduite à tenir. Sarah Sako est à Yaoundé, vous pouvez lui demander, ils n'ont pas été convoqués. En tout cas, mais nous, on ne nous a pas convoqués non plus. Merci, Suzanne Kalalo, mais amenez mieux. Oui, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit le bâtonnier Tchunga à propos de l'intervention de certaines forces en Centrafrique. Je dis simplement qu'il s'agit là d'un cas de certains chefs d'État qui sont accourus au secours du pouvoir d'un de leurs amis. Hein, et que, en fin de compte, si on voit, par exemple, prenons le cas de la République démocratique du Congo, qui est membre de la COPAX, qui a signé les accords de la COPAX. Ce territoire est envahi depuis un certain nombre de temps par des forces venant du Rwanda, qui sont bien déterminées. On n'a jamais entendu le Cameroun dire « nous allons envoyer des forces à l'est de la République démocratique du Congo pour aider ce pays à se débarrasser de ces... » Mais quand il a fallu quand M. Bozizé a trouvé que son pouvoir était menacé, et encore par des Centrafricains, pas par des étrangers, hein, par des Centrafricains, tout de suite on a vu le président Biya, le président Bongo et les autres envoyer des troupes pour le sauver. Et je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit utiliser les forces de défense d'un pays. Monsieur Chatouba, oui, après Samuel Muti. Oui, je voudrais quand même, pour ne pas polémiquer, rappeler que la politique n'autorise pas tout. La question que nous devons poser à l'aune de la déclaration du président Amélie Bieleux est celle de savoir par quels moyens entend-il arriver au pouvoir. La question, elle est simple. Est-ce que la force armée est un mécanisme d'accès au pouvoir dans un état de droit? La réponse pour moi ne souffre d'aucun doute, c'est non. J'indique qu'il ne faut pas transposer le débat national nécessairement sur le plan international. Moi, j'étais à Libreville. Je vous ai donné l'exemple de RDC, où il n'y a pas d'intervention. Je vais y revenir. J'étais à Libreville, à la conférence, n'est-ce pas, de conciliation qui a eu lieu à Libreville. Je reviens de Bangui. Contrairement à ce que les gens racontent partout, mais il n'y a pas de conflit là-bas. Bangui est calme. C'est vrai qu'il y a des zones contrôlées par Séléka, mais on vient de décider de créer 3 camps
pour d'abord rassembler toutes ses forces, les désarmer et étudier leur modernisation. Pour revenir à la RDC, ce que vous oubliez de dire, c'est que la RDC est sous mandat des Nations Unies. C'est le Conseil de sécurité qui a pris, n'est-ce pas, la responsabilité d'envoyer des forces extrêmement importantes en RDC. C'est le plus grand contingent des Nations Unies pour la paix qui s'y trouve. La question est que le mandat qu'on a donné à cette force des Nations Unies n'est pas clair. On ne peut pas envoyer des militaires dans un pays en leur disant « restez là ». Vous n'avez pas le droit d'intervenir, vous n'avez pas le droit. Alors, ce qui fait que les mouvements irrédentistes se créent tous les jours dans des poches, dans des zones du pays pour des raisons purement économiques et financières, avec des relais étrangers pour pomper la richesse de ce grand pays. Mais je vous indique que la plus grande force des Nations Unies aujourd'hui à l'étranger dans un État se trouve en RDC. Donc en RDC, il ne manque pas de force. Avec une composante camerounaise. En RDC. Écoutez, Président, je ne veux pas polémiquer avec toi cette question-là. La question est que les contingents africains, des contingents africains s'y trouvent inclus. Donc par conséquent, ce qui s'est passé à Bangui, à Centrafrique, est suffisamment important pour l'indépendance de nos États et pour le panafricanisme en termes de sécurité pour être relevé. Ils ne sont pas allés chercher des forces étrangères pour bloquer, n'est-ce pas? Ce sont des forces africaines. Et cela reste à saluer. Je voudrais tout simplement un petit rappel. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que le Nigeria disait que les gens ne reconnaissaient pas que les adversaires venaient de chez eux et que les otages y étaient également. Je crois qu'il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans, mais je renvoie le gouvernement nigérien à ses propres déclarations, puisque le président lui-même l'avait dit, si on ne lui prend pas de main forte pour pouvoir éradiquer Boko Haram dans son propre pays, ça va être une menace pour toute la région. Et c'est cette menace-là que nous sommes en train de subir à l'heure d'aujourd'hui. L'autre chose maintenant, pour revenir à ce qu'Amine le disait tout à l'heure, sincèrement, la défense de l'idéal républicain et démocratique voudrait quand même qu'on soit constant quand on prend des positions. Au-delà du mandat que soulignait Maître Tchungan tout à l'heure, il faudra que, s'il dit qu'il ne comprend pas l'inertie des peuples africains, cette inertie-là à aller défendre un pays voisin quand il est attaqué, il faut que quand il condamne à ce moment-là, qu'il soit également en retour prompt à dire « j'apprécie le fait que les gens sont mobilisés pour aller défendre un autre pays ». Pour quelle raison? Quand on défend l'idéal démocratique, la démocratie ne se fait pas par les armes. Ça se fait essentiellement par les urnes. Et quand on dit par les unes, vous ne pouvez pas gérer à l'intérieur. Mais ça, c'est des bons principes. Peu importe d'où qu'ils viennent, ça peut être. Ça, c'est des bons principes. Même s'ils sont des ressortissants, même s'ils sont des ressortissants, même s'ils sont des ressortissants arrivés par des coups d'État. C'est condamnable aussi. Ah oui, c'est condamnable. C'est condamnable aussi. C'est la situation que l'on connaît aujourd'hui. Dans tous les cas, merci Samuel Maud. J'espère que vous avez épuisé votre argumentaire. Ariel Tekwe, merci de nous avoir retrouvés à ce plateau. Avec vous, tout de suite, nous introduisons le deuxième sujet autour de ce qui mérite désormais d'être appelé à faire Charles Métouk. Et je disais à l'entame de cette émission qu'avec le premier, il y a une sorte de confusion qui est entretenue par la presse. Est-ce que cela sonne pour le cas de Charles Métouk comme une évidence aujourd'hui, Ariel Tekwe? Je ne sais pas, je suis assez perplexe parce que j'ai observé ce qui s'est passé au moment de la passation de service où c'était très convivial entre le nouveau DG, M. Talba Malan, l'ancien, et évidemment le président du conseil d'administration. Alors, quelques jours après, donc, nous apprenons que M. Métouk est arrêté, qu'il aurait utilisé un faux. Et je me suis posé la question, j'ai vu un peu le traitement de ce que les journalistes en ont fait. Comment peut-il avoir fait 10 années de parcours dans cette grande entreprise où, selon les informations qui sont aussi parues dans la presse, il aurait fait passer le chiffre d'affaires de 250 milliards à plus de 1000 milliards, qu'il aurait obtenu, qu'il aurait obtenu des financements pour un projet d'extension qui était un peu combattu par le grand partenaire Total, qui serait en cours d'exécution, etc. Comment se fait-il que donc, à l'issue de cette passation de service, que du coup, il est plongé dans le faux? C'est la question que je me pose. Et en fait, c'est des interrogations. Comment est-ce que cela a pu se faire? Et que finalement, même si il y a eu plusieurs fois des informations sur le fait qu'il était passé à la PJ, y a-t-il eu
des fautes de gestion qui ont été indexées, mais pour le moment, les chefs d'accusation, c'est uniquement sur l'événement, la détention du badge, la détention des clés, la broyeuse, le fait qu'ils soient entrés avec toute une équipe pour travailler, etc. Et on a l'impression que c'était un prétexte pour qu'on lui mette la main dessus, parce qu'on ne peut pas comprendre que ce courrier qui a été publié dans la presse, où M. Ebongole aurait dit que c'est d'un commun accord que les 3 principaux responsables, dont le DG sortant, ont décidé qu'il faut qu'ils viennent, parce qu'évidemment, une raffinerie, c'est un peu compliqué à diriger, et qu'il aurait encore, le nouveau DG aurait eu besoin de lui. Tout à fait. Avoir développé ainsi, est-ce que vous avez le sentiment que Charles Metouk est victime d'une cabale? L'impression que j'ai, c'est que Charles Metouk a fait tout un travail avec le soutien du chef de l'État, avec le soutien même de M. Talba Mala, qui était membre du conseil d'administration, donc d'un conseil d'administration, et que finalement, on a l'impression qu'il se passe des choses où il n'a plus tout à fait ce soutien-là. Or, quand on regarde ce qui s'est passé à la passation de services et qu'on voit un peu tout cet enthousiasme des populations, enfin des travailleurs de cette entreprise, et lui-même qui dit « je reste à la disposition de la nouvelle direction parce que c'est technique, parce que c'est assez spécialisé », on se demande si ce chef de l'État, parce que finalement c'est ça, qui vous fait confiance, qui vous confie quelque chose, est-ce que c'est suivi par les collaborateurs? Je ne sais pas. Mais ce que j'ai lu, moi, des chefs d'accusation, on a l'impression que tout tourne autour de cette fameuse journée du lundi où il est venu travailler. D'ailleurs, un jour ouvrable où tout le monde était présent, donc sans vouloir se cacher. Et on se pose la question si ce n'est pas une cabale qui ne serait peut-être pas gouvernementale, mais qui serait peut-être instrumentalisée par d'autres intérêts. Ça me paraît un peu gros en tout cas. Samuel Mout. C'est toujours très difficile. Je pense le contrôle de Maître Tchunga qui est là, de venir de parler des dossiers aussi sensibles que celui-là sur un plateau de télévision. Je pense tout simplement que M. Metouk a été remplacé. J'allais dire demi, mais je crois que le thème est un peu fort. Il a été remplacé par quelqu'un. Parce que ce qu'il faut comprendre également, c'est que le remplacement... Non, le remplacement à ce poste-là de direction de la société, elle est faite notamment à Tnitum. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de donner des explications particulières pour qu'il soit remplacé, que ce soit des fautes de gestion, que ce soit autre chose. Maintenant, pour revenir aux conditions dans lesquelles il a été arrêté, je ne suis pas sûr qu'à l'intérieur de ce tableau, nous avons, nous sommes au même niveau d'information. Ça se pourrait également qu'il y ait des correspondances qui aient été signées, ça se pourrait également que les conditions de signature de ces autorisations-là ne soient pas, je vais mettre sur un sourire, mais moi je n'irai pas au-delà de ça. Ce que je pense fondamentalement, c'est que la justice est saisie du dossier. J'ai cru entendre qu'il y a un certain nombre de collaborateurs de Metouk qui ont été arrêtés en même temps que lui, qui sont aujourd'hui libres. Nous pouvons également espérer que Metouk, qui a été directeur général, saura se défendre et sortira de cette passe dans laquelle il est plongé. Mais pour l'instant, il est encore dans cette impasse. Est-ce que tout au moins vous comprenez le traitement distinct qui est fait autour de cette actualité? Parce qu'on a noté d'un côté une presse qui soutient manifestement qu'il s'agit d'une cabale, une autre presse qui essaie de tailler des éléments alors même que les actes d'accusation, alors même que Charles Metouk n'est pas auditionné. Mais finalement, depuis que j'ai commencé à côtoyer les journalistes à l'époque, dans le bazar, ils me disaient c'est le monde de l'objectivité où quand on vous donne une information, c'est l'information vérifiée, sourcée et c'est la bonne, objective. Et puis j'ai entendu également que très souvent, il y a l'angle de traitement de l'information. C'est pour ça, moi, ces informations, je les prends généralement avec pas. Je les prends avec beaucoup de pincettes. Je ne m'abreuve pas nécessairement à cette source-là parce que, en fonction du fait qu'il y a des partisans de Metouk qui vont dire ceci, en fonction du fait qu'il y a des ennemis également, ils vont dire tout le contraire. Je pense tout simplement, vraiment, c'est ce qu'il faut lui souhaiter. C'est un Camerounais qui est en prison à la date d'aujourd'hui, comme on peut le souhaiter pour tout le monde. Espérons qu'il aura des arguments de défense pour qu'il soit le plus libre possible et pour qu'éventuellement, s'il y a d'autres dossiers qu'il puisse également se défendre. Mais est-ce que ce n'est pas curieux qu'on retrouve quelque chose d'accusation dans un quotidien gouvernemental comme Cameroun Tribune avec la réaction du gouverneur de la région du Sud-Ouest? Oui, mais la réaction la réaction de l'accusation a même que rien de manière officielle ne filtre.
Bon, écoutez, est-ce que quand le gouverneur du Sud il vous dit, sur la base des informations que j'ai reçues, qui me viennent de l'autorité judiciaire, voilà ce qu'on reproche à M. Metou, peut-être que lui, là, il a ses récriminations personnelles à formuler, et à ce moment-là, on peut dire qu'il a violé l'instruction. Oui, monsieur, moi, je vais formuler la même critique que sur la question de l'enlèvement des Français. C'est-à-dire qu'en réalité, vous savez, le fait d'être journaliste n'autorise pas tout. Il y a des chroniqueurs judiciaires. Il devait y avoir des chroniqueurs judiciaires dans les médias. Lorsque une question comme cela se pose, il faut d'abord savoir quel est le champ d'investigation du journaliste. Il y a la question du secret, n'est-ce pas, des enquêtes et des instructions. Avant même qu'on ait inculpé un citoyen, dans la presse déjà, on débat de sa condamnation. Je crois qu'il y a là quelque chose qui me choque fondamentalement, du point de vue des principes généraux de droit et du point de vue des principes qui gouvernent le code de procédure pénale. Je ne sais pas ce qu'on reproche en état à M. Charles Metou. Je note simplement qu'on débat dans la presse d'une affaire judiciaire comme si en réalité les journalistes étaient devenus des acteurs, n'est-ce pas, du contentieux. On n'en est même pas au niveau, n'est-ce pas, du jugement, qu'on sait déjà ce qui va se faire. Et je note également qu'il y a une confusion entre guillemets, le dossier qui se retrouverait au niveau du Conseil supérieur de l'État et la question qui a fait l'objet de l'arrestation de ces citoyens camerounais. Ce sont deux pans juridiques et judiciaires complètement distincts. L'amalgame n'est pas possible, même si on peut, en extrapolant, trouver des liens. J'ai dit tout simplement que si les gens veulent avoir la bonne information, ils n'ont qu'à aller à la source. Quelle est la source? C'est le procureur, c'est le juge d'instruction, qui, de par le nouveau code de procédure pénale, ont la possibilité d'éclairer l'opinion sur les procédures pendant, devant eux, et qui, pour rassurer et éviter que la rumeur n'envahisse l'opinion, ont même l'obligation de le faire. Et puis vous avez les avocats de M. Metou, qui sont, me semble-t-il, la meilleure source d'information en ce qui le concerne. Mais non, moi j'ai vu... Des avocats qui n'ont pas eu accès à leur... Voilà. Et ça aussi, il faut le critiquer, puisque depuis l'adoption du nouveau code de procédure pénale, les avocats ont accès à leurs clients dès la première heure de l'arrestation. Enfin, les défenses que je vois dans la presse aussi souffrent d'un manque de contrôle. Bon, moi j'ai vu une lettre publiée. La lettre est datée du 19. Metou a été arrêté, paraît-il, le 18. Alors, allez savoir quelle est la portée de ces lettres. Moi, j'ai reçu une lettre du 15. Donc, moi, j'ai lu une lettre. Vous voyez, moi, j'ai lu une lettre dans le journal qui est datée du 19. Alors, moi, je ne sais pas. Donc, il faut aller à la source, faire des vérifications pour savoir qui est l'émetteur de la lettre du 19 et qui est l'émetteur de la lettre du 15. Et vérifier avant de publier. Ça crée une confusion dans l'opinion et ça fait en sorte qu'on a comme l'impression qu'effectivement, les uns vont dire c'est une cabale, les autres vont dire c'est acté. Donc, je crois qu'il faut préserver la présomption d'innocence de mise en cause, préserver le secret de l'instruction de l'information. On ne comprend pas que dès qu'il y a un dossier, le lendemain vous le trouvez, même les auditions dans la presse, publiées in extenso, et les parquets ne bougent pas. Il fut un temps où il y avait un responsable dans tous les parquets chargé de lire tous les matins les informations publiées par les journaux et d'engager des poursuites lorsque des violations aussi graves des libertés fondamentales étaient commises. Attendons que les procédures suivent leur cours et on verra. Et on verra. Cette spéculation qui ressemble un peu à l'agitation fait en sorte qu'on ne sait plus où donner la tête. Oui, je pense que M. Talba, qui a été nommé à la place de M. Metou, a été pendant longtemps administrateur de la Sonara. Et certainement a signé avec les autres toutes les délibérations du conseil d'administration de cette entreprise, donnant très souvent des quitus à cette gestion, de bonne gestion. Et aujourd'hui, c'est ce même M. Talbamala qui va remplacer Metou. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que lui-même il est déjà clair? Et il sort aussi d'une entreprise publique et parapublique. Dans tous les cas, rien ne dit que Charles Metou est dans les mains de la justice. Non, je dis, il sort d'une entreprise publique et parapublique qui certainement a fait l'objet d'un audit. Et nous ne savons pas, cet audit, nous ne savons pas
quelle est la qualité de la gestion de M. Talba dans la société? Oui, mais tout simplement, on le voit bombarder directeur général de la Sonara. Et je dis, qu'est-ce que le président? Le président n'est pas pressé. Il peut toujours attendre le temps d'avoir des meilleures informations sur les uns et les autres avant de leur donner des fonctions de cette importance-là. Et nous avons vu beaucoup de gens qui sont partis avec des ardoises, qui sont partis des précédentes fonctions avec des ardoises, voire même des premiers ministres qui sont partis de secrétaire général président de la République au premier ministre, alors qu'il était fortement soupçonné d'être dans certaines affaires que l'on connaît. Donc, moi, ça me surprend un peu que le président soit toujours pressé de prendre ses décrets pour nommer des gens dans des sociétés qui... À quoi vous fait penser tout ce dénouement autour de cette affaire? Bah moi, je vois je lis ce que dit la presse. Je n'ai pas les moyens de ma propre investigation. Je ne suis pas... La presse est donc divisée. La presse dit simplement qu'on a changé M. Metouk et qu'on l'a remplacé par M. Talba et qu'il y aurait eu... Elle dit plus que ça. La presse dit aussi. La presse soupçonne... La condamnée. Comment est-ce que vous réagissez à cette presse qui soupçonne une cabale contre Charles Metouk? Mais la presse, comme tout est divisée, il y a certains qui sont qui soutiennent la bonne gestion de M. Metouk. Et on vient de nous dire qu'il est passé de... Ce qui a été écrit dans la presse. Voilà. Et il y a une autre presse aussi. Si vous allez du côté de Yaoundé, vous verrez des gens qui diraient que Metouk, c'était le plus mauvais des gestionnaires qu'on ait jamais vu dans ce pays. Donc, la presse dans ce domaine est bien partagée. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la presse. Ce qui m'intéresse, c'est les décisions que prend le président de la République et qui a un impact sur la vie des Camerounais. C'est le fait de nommer, et on connaît aujourd'hui, il faut faire attention, tous ces gens du RDPC, qui gèrent notre société d'État depuis une trentaine d'années, on voit ce qu'elles sont devenues. Elles sont toutes foireuses. Et il faut continuer comme ça dans ce sens. Je pense qu'il est temps de regarder un peu d'un autre côté. Oui, je voulais dire quelque chose par rapport à ce que Maître Charles Tchungang a dit. Toutes les informations qui arrivent à la presse sont de sources proches du dossier. Ça aussi, bon, peut-être que le juriste va dire c'est pas normal, mais la plupart des informations qui sont parvenues à la presse, que ce soit les 7 chefs d'accusation, que ce soit ce qui s'est passé, puisque d'après toujours ces mêmes sources, la personne qui a été portée la lettre au président du conseil d'administration a été entendue. Et le président du conseil d'administration aurait signé la lettre. Toutes les informations qui sont dans la presse sont sourcées, que ce soit des proches, que ce soit justement les avocats qui ont pu plus tard avoir accès à Charles Metouk. Mais c'est vrai qu'on attend qu'il y a toujours une présomption d'innocence. On attend de voir ce qui va se passer. Mais dire que je pense qu'au bout de 10 ans, c'était tout à fait normal qu'à un moment ou à un autre, qu'on ne nomme un autre directeur général. A-t-il rempli ses missions? Il semble que si. A-t-il été performant? Il semble que si, puisqu'on a également fait circuler un dossier de la PECAM, l'Association des banques, qui dit que la Sonara est une entreprise bancable, c'est-à-dire qui est devenue rentable. Et donc, on peut lui faire des prêts à hauteur de plusieurs dizaines de milliards. Donc, il y a beaucoup de dossiers qui circulent. Est-ce que c'est pour? Est-ce que c'est contre? De toute façon, c'est un dossier judiciaire. Il faudra que M. Metouk s'attelle aujourd'hui à défendre son cas, puisque pour le moment, c'est l'effraction qui est jugée, le fait qu'il ait détruit des documents et qu'il ait signé des documents en tant que directeur général. Moi, je voudrais tout simplement réagir à ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport notamment aux actes de gestion et à l'existence d'un certain nombre de dossiers. Je confirme effectivement que lorsqu'on a enlevé un DG, comme le disait Henri Tekwe tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Peut-être parce que l'entreprise a changé de stratégie, parce qu'on pense que le DG qui est là est blasé, parce que pour des tas de raisons. Et cette nomination, en réalité, n'a pas besoin d'être justifiée. Cette révocation n'a pas été justifiée, puisque, par essence, elle est arnitum. C'est-à-dire que l'actionnaire majoritaire, à un moment donné, dit « Moi, je pense que je vais donner une autre orientation à mon affaire et donc je peux le faire. » Mais là également, il y a une confusion qu'ils sont en train d'entretenir à l'intérieur de la société camerounaise d'aujourd'hui, qui consiste à dire s'il y a un DG, par exemple, qui a été pris en flagrant délit de mauvais actes de gestion, ça veut dire qu'effectivement, son conseil d'administration devait également répondre. Ça, c'est totalement faux.
la société est généralement dirigée autour de 3 organes essentiels. Il y a l'Assemblée générale, c'est celui de l'actionnaire. Il y a un conseil d'administration qui existe. Également, il y a une direction générale. Je ne voudrais pas parler de l'Assemblée générale parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Mais en ce qui concerne le conseil d'administration, effectivement, c'est un organe d'orientation, non pas un organe de contrôle. Et donc là également, quand il a dit, par exemple, pour revenir par exemple au cas spécifique de la Sonara, vous devez construire, nous vous donnons l'autorisation de faire l'extension de l'usine, son rôle s'arrête là. Parce que sur la base des études que nous vous avons données, nous pensons que cette usine-là sera rentable à terme et va donner un punch au niveau des résultats de la société et sera tout bénéfique pour l'ensemble de ses actionnaires. Son rôle s'arrête là. Comment est-ce que Metouk derrière, ou alors le DG pour être moins factuel, se débrouille là-dedans pour pouvoir mettre en musique le fait effectivement que cette usine-là est construite, ça c'est son travail. Et il y a même une règle sacrée dans le droit des affaires, le conseil d'administration n'a pas à s'immiscer dans les actes de gestion. Et donc, vous ne pouvez pas dire, comme Talba Mala, il a été conseil d'administration, on ne comprend pas pourquoi. Absolument pas. Il y a eu des procès ici où des arrestations dans le cadre de l'opération Hypervier, où des présidents de conseil d'administration... Tout simplement parce qu'effectivement, ceux-là... Oui, où des présidents de conseil d'administration étaient indexés. Le cas le plus célèbre, c'est le cas du port, avec Etonde Koto, où on dit qu'il y aurait eu une coaction avec le directeur général dans certains actes présumés de détournement de fonds. Je ne connais pas bien les termes juridiques, je suis une malheureuse littéraire, mais c'est pour dire que ici, au Cameroun, depuis que le début de l'opération Épervier a commencé en 2006, il y a eu des présidents de conseil d'administration qui ont été indexés. Il y a même eu des comptables qui sont allés en prison, des auditeurs. Oui, tout simplement parce que dans le cas que vous citez, on peut imaginer qu'effectivement l'administrateur ou le président du conseil d'administration soit sorti de son rôle et se soit immiscé dans les actes de gestion. À ce moment-là, il y a eu confusion. Je voudrais qu'on s'accorde. Pour l'instant, rien ne nous dit que Charles Metouk est inculpé pour mauvaise gestion de la Sonara. On s'en tient, Maître Charles Tchungang, à l'acte dont j'ai lu la qualification dans Cameroun Tribune, un acte frauduleux. D'abord, est-ce que le document, s'il est même avéré, fondé, signé par le président du conseil d'administration, lui autorise à entrer au sein de l'entreprise? Est-ce que le président du conseil d'administration a qualité et pouvoir de délivrer un tel quitus? Écoutez, sur le plan strictement formel, la question se pose, mais bon, à ce que moi j'ai lu, il paraîtrait que c'était de concert avec le nouveau directeur général. Si le contenu du document est exact, n'est pas contesté, ça poserait quand même quelques problèmes de coordination entre ces 3 acteurs du dossier. Parce que j'imagine mal M. Metouk concevoir un tel document apocryphe pour venir tromper les secrétaires et rentrer dans son bureau. Donc je ne connais pas le fond du dossier. Mais j'indique tout simplement que s'il y a eu un accord, parce que moi j'ai entendu parler de passation technique, parce qu'il y a des chantiers concrets qu'il fallait suivre, etc. Mais est-ce que ce document, tel qu'il est rédigé, autorise l'autoriser à revenir dans son bureau? La question est également posée. Tel qu'il est rédigé, je crois que c'est une autorisation pour entrer sur le site. Est-ce que ça autorise à entrer dans son ancien bureau, qui était devenu le bureau de M. Talba? Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que ce sont les... Quand vous dites, quand Henriette dit que tous les documents et les informations publiées sont sourcés, moi, je te crois. Je te crois parce que nous sommes parfois les auteurs des informations qui vont dans la presse pour fragiliser telle ou telle position, etc. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la question de la responsabilité du journaliste. Est-ce qu'il est tenu de publier? Ça, c'est un débat. Et j'ai regretté que lors des États généraux de la communication, ces questions-là n'aient pas été abordées jusqu'au fond. Notamment la problématique, ce serpent de mer sur la dépénalisation des délits de presse, dont tout le monde parle, mais en se trompant. Parce que demander qu'on dépénalise un acte frauduleux, c'est très grave. Par contre, demander qu'il n'y ait pas de peine de prison pour des délits de presse, c'est un vrai débat. Mais c'est ça, si jusqu'aujourd'hui vous ne l'avez pas obtenu, c'est parce que vous parlez de dépénalisation. Et dès lors qu'on parle de dépénalisation d'un délit, c'est-à-dire qu'on met des citoyens au-dessus de la loi.
Et ça, c'est pas possible C'est dans le un... terme consacré, Voilà. maître. Il n'y a pas de thème consacré. Non, c'est le terme consacré. Henriette, tu es littéraire. Tu ne peux donc pas dire Maître Charles, appeler du pain du bois, parce que tout le monde appelle le pain du bois, comme c'est consacré, on va dire que le pain c'est le bois. C'est le terme générique Donc, qui veut dire, en sorte, une seconde, qui veut dire que les journalistes ne seront pas frappés de peines privatives de liberté. Formuler ainsi, ça peut être une revendication soutenable. Ouais. Mais quand vous dites dépénalisation, aucun juriste ne vous suivra. Quand vous dites dépénalisation dans le temps... j'espère que le débat ne se trouve pas à ce niveau. Non, Vous non. convoquez beaucoup de réserves par rapport à la responsabilité du journalisme. Mais la question que je voudrais vous poser par rapport à tout ce qui est publié dans le cadre de l'affaire Charles Metouk, à qui s'impose L'obligation de non, oui, l'obligation de prouver. réserve. La loi est très claire. La loi, les enquêtes et les instructions sont confidentielles, secrètes. Et sont en charge de faire respecter cela tous les acteurs qui participent aux enquêtes et à l'instruction. C'est-à-dire les policiers, l'officier de police judiciaire, le procureur, le juge d'instruction et les avocats. Donc, quand il y a fuite, c'est qu'un a parlé. Et le code dit, si un parle sans se dévoiler, l'autre a le droit. Le procureur peut communiquer comme il a fait dans cette affaire pour rétablir La vérité. les faits, n'est-ce pas? Mais c'est un consensus. C'est comme l'affaire de l'enlèvement des 7 Français. Il devait y avoir un consensus sur la manière de gérer les informations autour de cette affaire. Une cellule technique aurait dû se construire immédiatement au niveau de la défense et de la communication pour amener les journalistes à une sorte d'accord tacite de non-divulgation de certaines informations pour ne pas mettre en péril ni les enquêtes, ni la sécurité, n'est-ce pas, des personnes enlevées. Pour l'information autour de ce dossier, c'est exactement le même régime. C'est exactement le même régime. Moi, je regrette donc que c'est que l'information se pose. voilà, je regrette qu'on en ait à débattre du fond d'un dossier qui n'est même pas encore sorti du parquet, dans la presse, jusqu'à tirer les conclusions sur qui a tort, Et qui a raison. qui a raison. Moi, je suis très inquiet quand je vois cela. Laissons les acteurs policiers et judiciaires faire leur job. Et les avocats de Charles Metouk, je les invite à faire leur travail et à assister, à soutenir leurs clients. Parce que, tel que j'ai lu dans la presse, où les avocats se plaignaient au début de ne pas avoir accès à leurs clients, ce n'est pas bien. Ça donne l'impression qu'on cache quelque chose. Il faut laisser chaque acteur faire son travail. Le policier, s'il interpelle un citoyen, et que le citoyen lui dit, voici le numéro de mon avocat, le policier est tenu d'appeler l'avocat pour qu'il vienne l'assister. Et sur ces questions de principe, nous ne reculerons pas. Je voudrais seulement dire que je fais confiance à la justice de mon pays, donc je peux également considérer que je fais confiance aux gens qui mènent les enquêtes, voilà, les instructions de cette nature-là. Le simple fait tout simplement que Charles Metouk n'ait pas été libéré en même temps que 5 autres de ses collaborateurs, c'est peut-être parce qu'il y a des interrogations encore qui ne sont pas encore levées. Laissons le temps, la justice faire son travail. J'ai cru comprendre également qu'il y a une audience qui se profile à échéance très très courte. Et donc, on pense que dans ce cadre-là, espérons pour lui qu'il aura levé les équivoques en ce sens-là. Bon, très rapidement, je vous permets de vous exprimer chacun en 30 secondes sur cette actualité. Laurent Gbagbo, Henriette Ekwe, est-ce que, au regard des dessins qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on s'achemine vers l'ouverture d'un procès contre Gbagbo après l'audience de confirmation des charges? Maintenant, avec Charles sur le plateau, on n'osera plus rien dire. Non, je constate qu'il est co-auteur de crimes contre l'humanité. On en dénombre à peu près 700. Attendons de voir. Il n'a pas encore parlé, les avocats n'ont pas encore pris la parole. Et nous saurons d'ici, je crois, le 27 février, ce qui va se passer exactement, puisque c'est une séance de confirmation des charges qui va s'achever, je crois, le 28 février prochain. Mais jusqu'ici, on a l'impression qu'on instruit plus à charge qu'à décharge. Et que, bon, toutes les parties ne sont pas à la haie. Tout à fait. Amélie Bioleux, malgré cette symétrie de crime, est-ce que vous
vous comprenez pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo est poursuivi seul à La Haye? Il est vraiment difficile de comprendre qu'il soit là-bas, qu'il soit tout seul à La Haye, parce que lors de ce conflit, il y a eu des crimes des deux côtés, que ce soit du côté des gens de Gbagbo ou bien du côté de Ouattara, il y a eu des crimes. Alors, si tout de suite après une guerre, on se met à faire une justice, on a toujours l'impression qu'il s'agit de la justice du vainqueur. Et vous savez, le vainqueur a toujours bon dos. Et il est nécessaire dans ce genre de circonstances de chercher vraiment à l'intérieur du pays qu'est-ce qu'il peut permettre de ramener la paix d'abord entre les citoyens avant de voir comment on va punir telle personne pour avoir fait telle autre chose. Sinon, les gens de Gbagbo crieront toujours que ce sont eux qui sont en prison et que les gens de Ouattara sont à charge ou à décharge, je pense que fatalement Gbagbo sera jugé. C'est ce qui s'est dessiné à l'horizon. Cela dit, la seule question que je me pose, est-ce que ce jugement-là est compatible avec la réconciliation nationale? Pour ma part, je considère que c'est une erreur supplémentaire parmi la série d'erreurs qui a été commise, notamment la Côte d'Ivoire à un moment donné. On a beaucoup parlé en termes d'exclusion, notamment avec ce concept de variété. Ça a été une faute. Après, on a scindé la Côte d'Ivoire en deux. Ça a été également une autre faute. On a contesté les résultats des unes. Ça a été également une autre faute. Et la faute ultime, effectivement, c'est celle qui a été commise en disant on prend un citoyen ivoirien qu'on envoie à La Haye pour jugement. M. Charles Tungan, je termine avec vous. Le reproche qu'on fait à Fatou Bensouda, qui est le procureur auprès de la CPI, c'est d'instruire exclusivement à charge. Est-ce que cela démontre la fragilité de l'accusation? Je pense simplement que la Cour pénale internationale renvoie à deux événements malheureux dans l'histoire de l'humanité. C'est Tokyo et Nuremberg, où à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs se sont organisés pour juger les vaincus. On a vu les conséquences que cela a eu dans les relations internationales. La guerre froide, tout ça, ce sont les conséquences. La paralysie de la technologie japonaise dans le secteur de l'armement également. Donc on a vu les retards que cela a causé, notamment à l'humanité. Le cas de Laurent Gbagbo est symptomatique parce que, en réalité, les gens ont la mémoire courte. Parce que l'histoire est là pour nous rappeler que Laurent Gbagbo a été élu. Et que sa réélection a fait l'objet de contestation. Et qu'un camp a refusé qu'on redécompte les votes. Et que l'autre camp, de sa haute puissance et de ses réseaux, a écrasé le système en place pour faire... C'est la première fois dans l'histoire où un chef d'État prête serment devant des chefs d'État des armées qui ont vaincu l'autre. Hein. C'est la première fois. Donc, il faudrait que nous regardions cette affaire avec beaucoup d'intelligence. Moi, ce que je note, c'est que certaines puissances refusent la compétence de la Cour pénale internationale. Certaines puissances refusent. Et refusent que leurs citoyens fassent l'objet, n'est-ce pas, de jugement de poursuites là-bas. Pour répondre plus précisément à votre question concernant Madame le procureur, on a noté au cours de ces audiences de confirmation qu'il y a eu quand même beaucoup de fragilisation de son acte d'accusation, où on a découvert, parce que je suis en contact avec mes confrères qui sont là-bas, on a découvert des cassettes enregistrées au Kenya, alors des événements du Kenya, qui venaient à charge contre Gbagbo pour ce qui se serait passé en Côte d'Ivoire. Donc voilà qu'il y a beaucoup de précipitations, et je ne suis pas convaincu que cela, n'est-ce pas, avance la cause, n'est-ce pas, de la réconciliation nationale que le président Ouattara appelle de tous ses voeux. Et je vais chuter là-dessus. Pour citer un exemple d'un pays qui a réussi la réconciliation nationale, c'est l'Afrique du Sud. Oui. Quand Mandela dit qu'il veut la réconciliation nationale, il refuse de poursuivre ses bourreaux. Tout à fait. Vous ne pouvez pas en même temps dire que vous voulez la réconciliation nationale et poursuivre votre adversaire. Et le FPI a bon dos aujourd'hui de dire qu'effectivement, tant qu'on n'a pas libéré les politiques, et si on veut poursuivre, on n'a qu'à poursuivre tous ceux qui ont les mains ensanglantées. Et vous savez parfaitement que si cela devait être fait, beaucoup de hauts responsables aujourd'hui aux affaires en Côte d'Ivoire seraient dans de grosses difficultés. Voilà le commentaire que je peux faire à ce stade, mais je note simplement qu'il y a une volonté mécanique de juger le président Gbagbo. C'est peut-être un débat lointain, mais j'ai souri tout à l'heure quand Maître Tchungang a dit le président Gbagbo a demandé qu'on recompte les voix. En réalité, si on avait la possibilité de recompter les voix, la Cour suprême l'aurait fait, la Cour constitutionnelle l'aurait fait.
Bon, mais puisque la régie nous accorde un peu de clémence en nous ajoutant quelques secondes, Moi, je veux bien profiter de ces secondes-là. Très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, pour crédibiliser cette cause, parce que vous avez répondu en tranchant tout à l'heure que Gbagbo sera jugé, cela veut dire qu'on s'achemine vers un procès, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'autre camp livre aussi non, c'est pas que le camp ne peut jamais se livrer. Maître Tchunga peut le confirmer ou pas, mais généralement, la personne qui est auteur d'un délit, généralement, il se fait arrêter. Je voudrais également que la Cour pénale internationale se donne les moyens nécessaires pour pouvoir arrêter tous les criminels de guerre, tout au moins dans le cadre de ce conflit, bien les arrêter en Côte d'Ivoire. Oui, je crois que la CPI est en train de jouer sa crédibilité auprès de la communauté internationale, mais surtout aussi auprès des Africains. Parce que dans le conflit de Côte d'Ivoire, on a vu des massacres qui ont été commis depuis 2002, on a vu ce qui s'est passé à Douékoué en 2011, et il serait bien malheureux que Gbagbo soit le seul à juger et probablement à être condamné. Et jusqu'ici, la CPI n'a pas montré un quelconque zèle à voir dans ses locaux d'autres personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis des crimes. Merci Henriette Ekwe. Merci. Oui, je disais que, bon, certainement, Gbagbo est dans des situations dans le mauvais droit aujourd'hui, mais il faut avouer que c'est à la suite de beaucoup d'erreurs, disons, stratégiques et politiques de sa part. Ouais. On se rappelle en 2012, quand il arrive au pouvoir, tout frais, il dit, puisque j'ai promis de faire des élections, je fais des élections, il va à ces élections, il les perd. Et le plus récent, c'est dans le domaine militaire. Comment voulez-vous qu'un président avec les forces nationales se retranche dans son palais présidentiel qui est attenant à l'ambassade de France avec un palais? Ça, c'est des erreurs que vraiment le plus petit des stratèges ne ferait pas. Merci d'avoir accepté ce plateau. Vous êtes un acteur de la scène politique camerounaise, président national de l'UFDC, un parti politique de l'opposition au Cameroun. Vous êtes un expert des questions de défense. Henriette Ekwe, merci d'avoir accepté également ce plateau. Samuel Mout et M. Charles Tchungang. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de cette autre livraison droit de réponse sur Equinox Télévision cette semaine. Restez connectés sur les programmes de la chaîne. Je vous retrouve dimanche prochain lorsqu'il sera 12h. Bonsoir.